Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une affaire qui nous ramène au début du XXe siècle. Installez-vous confortablement, notre histoire se déroule en Angleterre. Amy Margaret Reeves a vu le jour le 27 novembre 1900, dans la ville de Chertsey, dans le comté de Surrey. Elle résidait avec sa famille dans le petit hameau de Long Cross, situé à seulement 20 milles à l'ouest du cœur de Londres. Son père, monsieur Arthur Reeves, était employé comme jardinier au sanatorium Royal Holloway, dans la ville d'Egham, à environ 5 milles de leur domicile. C'était un emploi stable, mais la rémunération modeste obligeait la famille à vivre simplement, sans grand confort. Sa mère, prénommée Esther, s'occupait des enfants et de la tenue de la maison. Malheureusement, un drame frappa la famille juste avant Noël en 1910, lorsque Madame Esther Reeves décéda. Sa disparition plongea le foyer dans une atmosphère pesante, et les enfants durent affronter le quotidien sans la présence rassurante de leur mère. Malgré cette épreuve, ils apprirent à s'organiser au mieux dans une maison devenue plus silencieuse et solitaire. Amy, alors âgée de 10 ans, fréquentait l'école du village. Et comme toutes les jeunes filles de cette époque, au début du XXe siècle en Angleterre, son éducation comprenait les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul, ainsi que des matières domestiques. Ces dernières étaient spécifiquement destinées aux filles, car leur avenir était tout tracé: s'occuper d'un foyer ou devenir domestique. Le mardi 18 juillet 1911, Amy ne se rendit pas à l'école pour les cours du matin. Elle était restée à la maison pour aider sa sœur, Ethel, dans les tâches ménagères. Une fois ses corvées terminées, elle sortit jouer dans le jardin. Puis, aux alentours de midi, elle dit au revoir à Ethel et prit le chemin de l'école pour assister aux cours de l'après-midi. Ethel la regarda s'éloigner en direction du terrain communal. La journée d'école se terminait précisément à 16 heures, et les enfants commençaient alors à rentrer chez eux. La plupart rentraient en petits groupes, discutant et riant sur le chemin du retour, mais curieusement, Amy ne figurait pas parmi eux. Quand elle ne franchit pas le seuil de la porte à l'heure habituelle, sa sœur aînée supposa qu'elle devait sans doute s'amuser dans les champs. Cependant, les minutes s'écoulant, l'inquiétude commença à la gagner, et elle se demanda où sa sœur pouvait bien être. Ethel sortit donc et se dirigea vers les lieux de rassemblement habituels des enfants du coin. Mais lorsqu'elle demanda à ceux qui jouaient dans le pré s'ils avaient aperçu sa sœur, leur réponse fut aussi inattendue que troublante. Ils lui apprirent qu'Amy ne s'était pas présentée à l'école cet après-midi-là. Cette simple phrase suffit à transformer complètement l'état d'esprit d'Ethel. Ce qui n'était au départ qu'une légère préoccupation vira rapidement à une angoisse profonde. Elle réalisa qu'Amy n'était pas simplement en retard, mais qu'elle avait bel et bien disparu. Monsieur Reeves rentra du travail à 20h30 et fut accueilli par sa fille aînée qui, en proie à la panique, lui annonça que sa sœur n'était pas revenue. Pendant un instant, il resta figé, silencieux, le temps que la terrible nouvelle fasse son chemin dans son esprit. Il n'était pas dans les habitudes d'Amy de s'attarder dehors, et encore moins sans prévenir personne. C'était une enfant tranquille et sérieuse, pas du genre à s'égarer ou à causer la moindre inquiétude. Après quelques instants, il posa ses outils et demanda aussitôt où elle avait été vue pour la dernière fois. Ethel répondit qu'elle avait quitté la maison vers 12h30 cet après-midi-là, et qu'elle l'avait regardé traverser le terrain communal en direction de l'école. Monsieur Reeves se mit aussitôt à interroger le voisinage pour savoir si quelqu'un l'avait aperçu. Face aux réponses négatives, il rassembla un groupe d'habitants du village et ensemble, ils partirent explorer les environs. Lanterne à la main, ils passèrent au peigne fin les chemins du village, les bois avoisinants et le terrain accidenté du communal. Ils fouillèrent les fossés, derrière les haies et le long de chaque sentier. Mais chaque minute qui s'écoulait ne faisait qu'accroître leur angoisse. Vers 22h, monsieur Arthur Reeves s'est dirigé vers une petite mare sur la lande de Chobham, située à environ 400 verges du domicile familial. Cet endroit était connu dans les environs comme un lieu où les enfants aimaient parfois se tremper les pieds. Et là, sur la berge, il a aperçu une paire de souliers et des bas, soigneusement disposés, comme si une enfant les avait ôtés avant d'entrer dans l'eau. C'est alors qu'il a vu Amy, le visage flottant dans l'eau, sa tête perdue au milieu des herbes aquatiques. Il l'a sortie de l'eau, s'accrochant à l'espoir fou de déceler la moindre lueur de vie, un frémissement, une respiration, le plus petit signe qui indiquerait qu'il n'était pas trop tard. Mais en vain. Son petit corps était froid, inerte, sa robe détrempée lui collait à la peau et son visage était d'une immobilité glaçante. En cet instant, tout espoir s'est évanoui. Sa fille chérie n'était plus. Ce père de famille, déjà anéanti par le deuil de son épouse quelques mois auparavant, venait de subir une nouvelle tragédie dévastatrice. Les fondations paisibles de son existence venaient de voler en éclats une seconde fois. Il a déposé son corps sur la berge et a hurlé pour appeler à l'aide. D'autres personnes participant aux recherches ne tardèrent pas à le rejoindre, et quelqu'un approcha une lanterne. À la lueur vacillante de la flamme,
Ils découvrirent des indices qui ne firent qu'accroître leur effroi. Des ecchymoses et des plaies sur la tête d'Amy, et l'herbe piétinait tout autour de la mare. Ils leurraient. Alors apparut évident qu'elle n'était pas tombée dans l'eau par accident. Les autorités furent prévenues, et des agents de police ainsi qu'un médecin se rendirent rapidement sur place. Peu après minuit, le petit corps fut transporté à la morgue. C'est le docteur Hodgson qui a procédé à l'autopsie. Il a relevé 3 plaies sur le crâne d'Amy. Une au-dessus du sourcil droit, une au sommet du crâne, et une dernière à l'arrière de la tête. Ces blessures n'étaient pas mortelles en elles-mêmes, mais elles auraient pu l'assommer. Il a affirmé qu'il aurait été très difficile de subir de telles blessures en tombant simplement dans la mare, suggérant qu'un objet contondant, comme un bâton, aurait pu causer les plaies. Selon le docteur Hodgson, le décès était très probablement dû à la noyade. D'autres incidents impliquant des jeunes filles avaient déjà été signalés dans la région. Une certaine Edith Neil, une enfant originaire de Staines, une localité voisine, avait disparu après avoir été abordée par un inconnu, et on était toujours sans nouvelles d'elle. Une autre jeune fille, Alice Dors, avait été agressée sur une route de campagne près de Waltham Cross, dans l'Essex. Ces différents événements, ajoutés à la mort d'Amy, semaient une inquiétude grandissante parmi les habitants de la région. Dès l'aube, la police a repris ses investigations sur les lieux. La mare était petite, nichée dans un creux de terrain au milieu des fougères de la lande. Tous les enfants du coin la connaissaient bien, et elle était facile d'accès depuis la petite maison où vivait Amy. À mesure que la nouvelle se propageait dans Long Cross, un voile de peur et de tristesse s'est abattu sur le village. Que s'était-il passé? Qui avait pu commettre un acte aussi odieux contre cet enfant? Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à procéder à une arrestation. Un adolescent du voisinage a été placé en détention, suspecté de meurtre. Toutefois, son identité n'a pas été révélée, en raison de son jeune âge. L'enquête judiciaire sur la mort d'Amy a été fixée au lendemain, le mercredi 19 juillet. Dans l'intervalle, la police a poursuivi ses interrogatoires dans le voisinage et a continué d'analyser les indices qu'elle avait pu recueillir près de la mare et aux alentours. L'enquête judiciaire s'est ouverte au tribunal de Chertsey, où Albert Henry Hampton, un jeune homme de 15 ans bien connu de nombreux habitants, se tenait dans le box des accusés. Cependant, alors que les spectateurs et la presse s'installaient pour assister aux délibérations, la commissaire de police Mia s'est avancée pour annoncer que l'audience se déroulerait conformément à la loi sur l'enfance de 1908 et que par conséquent, les membres du public devraient quitter la salle d'audience. L'assistance a réagi par des murmures de surprise, de déception. Mais le jeune Albert Hampton est resté impassible, et il n'était pas certain qu'il comprenne pleinement la portée de la décision. Lorsque l'enquête a finalement débuté, le commissaire Mess a décrit ce qu'il avait vu à Choben Common la nuit où le corps a été découvert. Il a déclaré que l'étang n'était guère plus qu'un creux boueux, mesurant à peine 11 pieds sur 10 et ne contenant pas plus de 9 pouces d'eau. Il a ajouté qu'en dessous, il y avait 9 autres pouces de boue et d'épaisses herbes, ainsi que quelques détritus au fond, là où des gens avaient jeté des boîtes de conserve. Regardant le jury droit dans les yeux, il a déclaré que c'était à cet endroit précis que le père d'Amy, M. Arthur Reeves, avait trouvé l'enfant. Le commissaire May a ensuite indiqué qu'il avait examiné son corps et remarqué 3 blessures. Il a ajouté qu'au milieu de l'étang se trouvait un bâton qui sortait légèrement de l'eau. Il a raconté l'avoir récupéré et avoir constaté qu'il s'agissait d'une branche de bouleau de 2 pieds de long et que, incrustée dans l'écorce, se trouvaient plusieurs longues mèches de cheveux châtain clair qui semblaient être d'origine humaine. Il a expliqué qu'il avait ensuite traversé la lande et coupé une branche d'un bouleau voisin. Il a ensuite présenté les 2 branches à l'enquête, en faisant remarquer qu'elles se ressemblaient beaucoup et qu'il était évident que toutes 2 avaient été fraîchement coupées. Le témoin suivant était la sœur aînée d'Amy, Ethel. Elle s'est évanouie pendant son témoignage et l'audience a été suspendue pendant plusieurs minutes. Lorsqu'elle a repris ses esprits, elle a raconté que ce matin-là, elle avait vu Albert Hampton et Amy ensemble dans le jardin. Elle a dit qu'ils avaient fait un petit feu, entouré de briques, puis fait bouillir de... Elle a ajouté qu'Albert était souvent dans leur jardin, car son oncle et sa tante habitaient juste à côté. Elle a parlé d'une voix douce, mais a réussi à dire que vers midi, Amy était rentrée pour une tranche de pain beurré, puis était partie à l'école vers midi. Elle a dit qu'entre 2h et 2h30, elle a de nouveau vu Albert remonter l'allée du jardin, l'air un peu troublé, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Elle a dit qu'il lui a alors demandé si elle travaillait encore, et lui a raconté qu'il s'était endormi sous un pommier et qu'il se dirigeait maintenant chez sa tante pour emprunter un peu de thé. La salle d'audience était étrangement silencieuse pendant son témoignage, chaque oreille se tendant pour saisir ses mots, tandis qu'elle racontait les événements de cet après-midi-là. Elle a dit qu'Albert était revenu environ 30 minutes plus tard, tenant toujours le bâton,
et avait plaisanté avec elle sur le fait de l'aider avec le carré de pommes de terre. Ethel a ajouté que, pendant leur conversation, il n'a pas été question d'Amy, car elle avait supposé que sa sœur était simplement retournée à l'école. On a ensuite interrogé mademoiselle Reeves sur depuis combien de temps elle connaissait l'accusé, ce à quoi elle a répondu qu'elle le connaissait depuis de nombreuses années, car ils étaient allés à l'école ensemble et, bien qu'il ait récemment déménagé à Chobham, il revenait souvent à Long Cross. On lui a ensuite demandé l'importance de l'étang, et elle a répondu en disant « d'aussi loin ». Que je me souvienne, les enfants sont toujours allés au point d'eau en été. Cependant, ces dernières années, l'endroit était devenu boueux et peu accueillant, perdant ainsi l'attrait qu'il avait autrefois. Le commissaire Mess lui a alors demandé si elle avait remarqué quoi que ce soit dans les mains d'Albert Hampton ce jour-là. Ce à quoi elle a répondu « oui ». Il portait un bâton fraîchement coupé. L'interrogatoire de mademoiselle Ethel Reeves s'est poursuivi. Quand on l'a questionnée sur la présence d'autres personnes cet après-midi-là, elle a affirmé avoir vu quelqu'un entre 13h et 13h30. Un homme vêtu en ouvrier, qu'elle ne connaissait pas, s'est présenté à la maison pour demander un verre d'eau, ce qu'elle lui a donné. Elle a rapporté qu'il lui avait dit qu'il cherchait du travail et se rendait à Fairview, une maison en cours de construction de l'autre côté de l'école. Elle a ajouté qu'il était venu à bicyclette. Interrogée par le chef du jury sur la tenue de l'homme qui avait demandé de l'eau, elle a répondu qu'il était habillé comme un simple travailleur. Madame Martha Stevens a également livré son témoignage. Elle était l'épouse de monsieur John Stevens et la tante d'Albert Hampton, et vivait juste à côté des Reeves. Elle a déclaré avoir brièvement aperçu Amy vers 10h du matin, le jour de sa disparition. Elle a ajouté qu'elle avait été surprise de voir son neveu, mais il lui a expliqué qu'il était en quête d'un emploi. Madame Stevens a affirmé n'avoir entendu aucun cri, ni aucun son de détresse ce jour-là, et n'avoir vu personne porter un bâton, le regard baissé comme si elle ne pouvait affronter la cour. Elle a continué en expliquant que pendant 1 an ou 2, Albert avait travaillé dans le village comme domestique pour le major Perry, mais avait dû cesser suite au déménagement de ses parents à Chobham. Il travaillait donc occasionnellement pour une dame nommée Mademoiselle Winch, effectuant surtout de petits boulots. Elle a décrit son neveu comme étant d'un naturel doux, et a souligné qu'il n'avait jamais montré le moindre signe de mauvaise humeur envers elle. Son père, a-t-elle dit, était un homme très malade, et sa mère, bien que vivante, était dans un état de santé très précaire. Elle a indiqué qu'Albert avait chanté dans la chorale de l'église et assistait régulièrement au service à Longros. Elle a insisté sur le fait qu'il s'était toujours montré amical avec Amy et ses frères, et qu'il jouait volontiers avec les enfants du village. Madame Stevens a conclu en déclarant qu'à sa connaissance, il n'y avait jamais eu la moindre querelle entre Albert et la famille Reeves. L'inspecteur Pike a également témoigné. Il a raconté être arrivé sur les lieux vers 11h moins le quart, alors que le corps de la fillette avait déjà été sorti de l'eau et déposé sur la berge. Il a précisé que ses bottines, ses bas étaient soigneusement posés sur le côté, et que, bien qu'elle ne soit plus dans l'étang, ses vêtements étaient saturés de boue et d'eau. Il a ajouté qu'à proximité, des signes indiquaient qu'un bouleau avait été récemment coupé. Il a donc ramassé une poignée de copeaux frais sous l'arbre et a noté que celui-ci se trouvait à environ 200 yards de l'étang. L'inspecteur a poursuivi en disant qu'une fouille plus approfondie l'avait mené à un bûcher derrière la demeure de Madame Stevens, la tante d'Albert Hampton, dont la propriété était voisine de celle des Reeves. Et à l'intérieur, appuyé contre le mur, a trouvé une hachette dont la lame était couverte de feuilles. Ces feuilles, a-t-il soutenu, correspondaient à celles trouvées autour de l'étang où le corps d'Amy avait été découvert. Il a ensuite rapporté que, plus tard dans la soirée, ses agents avaient localisé Albert alors qu'il marchait dans Chobham. Et lorsqu'ils l'ont informé qu'il procédait à son arrestation en lien avec le décès de la jeune Amy Reeves, le garçon a répondu « Je vous jure que ce n'est pas moi, monsieur ». L'inspecteur a aussi déclaré qu'au poste de police, lorsque les chefs d'accusation lui ont été formellement lus, la seule réponse d'Albert Hampton fut un non murmuré. Alors que la première journée d'enquête se terminait, le tribunal, en raison de son jeune âge, hésitait sur le lieu de détention d'Albert, mais il fut finalement décidé de le conduire à la prison de Brixham en attendant la suite de la procédure. Sur le chemin, Albert a déclaré aux agents qu'en réalité, il ne tenait pas de branche de bouleau le 18 juillet, jour où Amy Reeves a été tuée. Il portait un bâton de cerisier qu'il avait lui-même taillé et a même indiqué aux policiers l'endroit où il l'avait laissé. L'enquête, son père était assis en silence dans la tribune du public, tandis qu'Albert Henry Hampton, un jeune garçon d'à peine 15 ans, était assis sous la surveillance de garde, observant le déroulement des événements d'un air impassible. Albert Reeves, le frère d'Amy, âgé de 12 ans, fut le premier témoin de la journée. Il a 45.
Il a ajouté qu'en s'approchant de la maison, il avait aperçu Albert Hampton qui se tenait dans le jardin de sa tante. Puis, après le déjeuner, il l'a revu et il lui a semblé plutôt nerveux, observant tout ce qui se passait dehors. La police avait entre-temps retrouvé l'homme qui avait frappé à la porte des Reeves pour demander un verre d'eau. Il s'agissait de William Scammell, un peintre de la ville d'Egham. Monsieur Scammell s'est présenté à la barre et a déclaré qu'il s'était rendu à Long Cross dans l'espoir de trouver du travail. Comme la journée était chaude, il s'est arrêté à la maison des Reeves vers 1h40 de l'après-midi et a vu une jeune femme qu'il identifie aujourd'hui comme étant Mademoiselle Ethel Reeves. Il a dit s'être ensuite rendu à une maison en construction, en face de Landcross Hill. Ayant été conduit, il a repris la route vers Egham. Il a précisé qu'en pédalant, il avait croisé un homme nommé John Tabor, ainsi qu'un autre homme dans une charrette à charbon. Il a affirmé que ce furent les seules personnes qu'il ait vues. Le docteur George Hodgson, le médecin légiste, a expliqué au tribunal qu'en arrivant à l'étang, il avait trouvé la fillette de 10 ans, Amy Reeves, gisant sur la rive. Il a indiqué qu'après un bref examen, le corps de la jeune fille a été transporté à la morgue de Churchy, où il a pratiqué une autopsie aux côtés du docteur Ginet. Il a décrit le visage de la fillette comme étant pâle, sa langue sortant légèrement d'entre ses dents serrées et ses mains agrippant encore des herbes aquatiques. Il a ajouté avoir trouvé de la boue dans sa bouche, sur ses dents, ainsi que sur le côté droit de son visage et de sa tête. Il a insisté sur le fait que, bien qu'il n'y eût aucune marque sur son corps, il avait toutefois relevé des ecchymoses et des égratignures sur ses jambes. Sur sa tête, il y avait 4 blessures. Une au-dessus du sourcil droit qui laissait l'os à nu, une autre à l'arrière du crâne d'environ 2,5 pouces de long, une 3e étant une lacération sur le front et une 4e à la base du crâne. Le docteur Hodgson a estimé que ces blessures auraient pu assommer l'enfant, mais n'étaient pas en soi mortelles. D'après son expertise, Amy Reeves était morte par noyade. Vint ensuite le témoignage de Flora Bachelor, une voisine des Reeves. Elle a affirmé avoir vu le jeune Albert Hampton le matin du drame, portant ce qu'elle a décrit comme un solide bâton. Selon elle, il lui aurait fait remarquer que c'était un bâton de cerisier, mais qu'il ferait un excellent gourdin. Le coroner est alors intervenu pour préciser au tribunal qu'un gourdin est un bâton court et épais, généralement en bois, souvent utilisé comme arme et facilement maniable d'une seule main. Le fait qu'Albert ait prétendu qu'il s'agissait d'un bâton de cerisier était pour le moins étrange, car c'était une branche de bouleau. Ce bâton qui avait été retrouvé planté droit dans la vase de l'étang où le corps d'Amy avait été découvert. Madame, Flora Bachelor a été suivie à la barre des témoins par le professeur Pepa, un expert en médecine légale mandaté par le ministère. Il avait examiné le bâton trouvé sur les lieux, dans l'écorce duquel étaient incrustées des mèches de cheveux. Il a précisé que ces cheveux étaient châtain clair et correspondaient à la couleur de ceux des... Il a expliqué à la cour que, selon lui, la fillette se tenait probablement dans l'étang lorsque quelqu'un l'a frappée de plusieurs coups successifs et rapides. Et la violence de l'agression l'a fait tomber dans l'eau, où elle s'est noyée. Plusieurs autres témoins ont rapporté avoir vu Albert Hampton dans les parages ce jour. Certains ont dit qu'il avait mentionné être à la recherche de travail. D'autres ont déclaré avoir pensé qu'il ne faisait que traverser le village. Tous ont remarqué qu'il portait un sac de voyage en bandoulière, qu'il ne semblait jamais poser. Son attitude, ont-ils tous affirmé, était globalement discrète, bien que quelques-uns aient fait remarquer qu'il semblait hésitant, indécis, comme s'il ne savait pas où il allait ni ce qu'il était censé faire. Des articles dans les journaux rapportaient qu'Albert Hampton avait dit à la police avoir vu un homme se diriger vers les terres communales et qu'il en avait parlé à sa tante. La police lui aurait demandé à quoi ressemblait l'homme, et il aurait répondu qu'il était d'une taille assez grande. Pour cette raison, Madame Stevens a été de nouveau appelée à l'enquête, et le coroner lui a demandé si son neveu lui avait mentionné ce fait. Elle a confirmé qu'il l'avait fait, et a précisé que c'était un peu avant 14 heures, mais elle a souligné ne pas avoir vu l'homme elle-même. Le coroner a alors informé le jeune Albert Hampton qu'il pouvait choisir, témoigner sous serment, mais l'a averti que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé comme preuve contre lui. Maître Arnold, qui représentait le garçon, a déclaré que son client ne témoignerait pas. Dans son résumé, le coroner a indiqué que le seul lien matériel entre Albert Hampton et le meurtre était un bâton de bouleau auquel des cheveux humains étaient attachés, retrouvés près du corps. Il a souligné qu'Ethel Reeves avait dit que le garçon portait un bâton de bouleau, mais qu'un autre témoin avait affirmé que lorsqu'elle l'avait vu plus tard, il portait un bâton de cerisier, ce qui correspondait au type de bâton qu'Albert Hampton avait dit avoir coupé, puis jeté. Le coroner a rappelé au jury que la police avait retrouvé le bâton de cerisier là où il avait dit l'avoir laissé, et avait également confirmé qu'une branche de cerisier avait été fraîchement coupée. Le coroner a noté que si Albert Hampton était coupable,
Il semblait peu probable qu'il ait attiré l'attention sur le bâton de manière aussi ouverte. Le coroner a ensuite déclaré qu'Albert Hampton avait fait des déclarations contradictoires sur ses allées et venues ce jour-là, mais que son affirmation d'avoir vu un homme sur les terres communales était étayée par ses tantes. Quant au mobile, le coroner a dit qu'il ne semblait y en avoir aucun. Albert Hampton était en bon terme avec la famille Reeves, et particulièrement avec Amy. Si quelqu'un d'autre avait commis cet acte, quel aurait pu être son mobile? Il n'y avait aucun signe d'agression à caractère sexuel, et le coroner a suggéré que quelqu'un aurait pu se rendre à l'étang pour prendre de l'eau, voir l'enfant, et pour une raison inexpliquée, l'attaquer. Mais il a insisté sur le fait que ce n'était qu'une possibilité. Il a rappelé au jury que si les preuves circonstancielles peuvent être solides, elles doivent être évaluées avec soin. Après avoir délibéré pendant 25 minutes, le jury est revenu. Albert Hampton se tenait debout, anxieux, pendant que le président du jury rendait le verdict. Il a rapporté que les jurés avaient conclu qu'Amy Reeves avait été la cible d'un homicide volontaire, mais que les preuves manquaient pour désigner le coupable. Pourtant, malgré cette décision, Albert Hampton n'était pas pour autant tiré d'affaire. Il a été maintenu en détention et reconduit à la prison de Brixton, le temps que l'enquête suive son cours. Néanmoins, dès le lendemain, il a pu regagner son domicile moyennant le paiement d'une caution de 25 livres sterling. Puis, le vendredi 4 août 1911, à la suite de nouvelles investigations policières, Albert Henry Hampton fut finalement relâché. La police a poursuivi ses recherches, mais sans parvenir à identifier le meurtrier, en dépit d'efforts considérables, incluant la mise sous surveillance et l'interrogatoire de témoins potentiels. L'enquête était au point mort. Le manque d'indices tangibles et le caractère insaisissable du suspect empêchaient les autorités de réaliser la moindre avancée significative. Le dossier est resté ouvert, mais avec les mois puis les années qui passaient, l'espoir de le résoudre s'amenuisait considérablement. Bien que sa vie fût désormais entachée par le soupçon, Albert est resté vivre dans le Surrey. Durant les années qui suivirent, au moment où l'Europe sombrait dans la Grande Guerre, il s'engagea dans l'armée britannique, rejoignant le 4e régiment de hussards, avant d'être déployé avec le corps expéditionnaire britannique. Au front, il fit preuve d'une résilience hors du commun. Et le 7 juillet 1917, il fut blessé au combat. Ses 2 jambes furent touchées, la droite plus grave. Sa bravoure ne passa pas inaperçue, et il se vit décerner la médaille de conduite distinguée. Cette distinction marqua un véritable tournant dans sa vie. Le valeureux soldat, autrefois accablé par les rumeurs et les doutes, avait, grâce à ses faits d'armes, réussi à laver son honneur, gagnant le respect et l'admiration sur le champ de bataille, plutôt que la suspicion dans la vie civile. Jamais personne d'autre ne fut jugé pour le meurtre de la petite Amy Reeves, âgée de 10 ans. Ce qui lui est vraiment arrivé ce mardi 18 juillet 1911 reste un mystère, et l'affaire est officiellement classée non élucidée. Bonjour à tous et un grand merci pour votre écoute. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions, et j'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine.